Bonjour à tous, bonsoir. Alors bonsoir à tous, à vous tous qui êtes dans cette salle, salle très comble ce soir, on est très contents. Bonsoir à tous aussi, à tous ceux qui nous suivent en ligne, qui sont, je pense, aussi très nombreux. Alors on est réunis ce soir, c'est le département de sociologie de l'Institut La Boétie qui vous invite et qui nous réunit pour recevoir Daniel Linhart qui est à mes côtés et qui va donner ce soir la 3e conférence de la chaire de sociologie du département de sociologie. Alors, donc, ça sera donc ce soir ta 3e conférence. Tu as fait déjà 2 conférences dans le cadre de cette chaire. La première conférence s'appelait De Taylor au management moderne, le travail aliéné. La 2e conférence s'appelait Le management moderne ou le mirage de l'exécutant heureux. Et la 3e conférence, le titre est derrière moi, Face à la crise du travail, mettre fin à la subordination. Alors, j'en profite pour me présenter. Oui, c'est un vaste programme. Donc, je suis Marlène Banquet. Je coordonne avec Adrien Clouet le département de sociologie de l'Institut La Boétie. Et je suis moi-même sociologue. Alors j'en profite pour vous dire ceux qui n'auraient pas pu venir aux 2 précédentes conférences, que ces conférences sont en ligne sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner, que vous pouvez aussi être mis au courant des prochains événements en vous abonnant à notre newsletter sur le site Institut La Boétie, où vous pouvez aussi d'ailleurs faire un don si vous souhaitez nous aider dans nos activités. Et je vous dis du coup on organise à peu près 2 événements par mois. Donc pas uniquement le département de sociologie, les différents départements, donc le département de géographie, d'histoire, de planification écologique, le département international et les autres départements. Tout ça est sur le site de l'Institut La Boétie. Je profite que vous soyez là pour vous annoncer les 2 prochains événements que nous organisons après ta chère Daniel. Donc le 25 janvier, nous nous réunirons pour les 2e journées économiques où il y aura 4 tables rondes sur le thème « Que faire des entreprises ?», qui est aussi une vaste question. Et le 8 février, nous nous retrouverons à nouveau, cette fois-ci pour un grand colloque sur le syndicalisme. Voilà, donc je n'ai pas besoin de vous dire, et peut-être que du coup tu en parleras aussi Daniel, à quel point c'est un enjeu crucial en ce moment. Dernier mot donc aussi, la chaire de Daniel Linhart s'inscrit dans le cadre des consultations de travail qu'on a organisées toute l'année dernière et toute cette année. Des consultations, ce sont des thèmes dont on décide collectivement de se saisir en particulier pour les traiter de manière plus approfondie parce qu'ils nous paraissent cristalliser des enjeux sociaux et des enjeux politiques un peu majeurs. Donc on avait choisi le travail. C'est une consultation qui touche à sa fin et qui va se conclure par un colloque qui aura lieu au mois de mai. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce qu'on est en train d'élaborer ça, mais là aussi, sur le site de l'Institut La Boétie, vous trouverez toutes ces informations. Alors, je te présente Daniel, bien que tout le monde te connaisse, je pense déjà. Tu es donc sociologue, directrice de recherche au CNRS. Émérite. On veut dire que je suis vieille, c'est tout. Donc, Daniel est directrice de recherche émérite au CNRS, absolument. Spécialiste du travail, spécialiste de l'emploi, spécialiste de la période néolibérale et du néolibéralisme, spécialiste des formes passées modernes de management, est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Spécialiste aussi des formes de précarité. Et donc, tu as une carrière très riche que je ne vais pas résumer, que je ne peux pas résumer dans un temps court, mais néanmoins, je souligne qu'en plus de tes activités strictement scientifiques, tu as été membre de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Tu as écrit beaucoup d'ouvrages, j'en cite 3. La modernisation des entreprises, qui est paru en 1994, Travailler sans les autres en 2009 et L'insoutenable subordination des salariés en 2021. Je crois que je n'ai rien oublié et donc je vais te laisser la parole et vous dire que, à l'issue de la conférence de Daniel, vous pourrez lui poser des questions. Voilà. Daniel, c'est à toi. Oui, parce que la dernière fois, elle m'avait... Ça va. Ne revenons pas là-dessus. Bon, alors, effectivement, je vais essayer de plaider pour la remise en cause du lien de subordination. Et je veux, pour le faire, partirai d'un constat que, à notre époque, le travail est vécu, le salariat est largement vécu comme insatisfaisant par un très grand nombre de gens. Ce qui pourrait être étonnant en réalité, parce que en France, nous avons un code du travail extrêmement conséquent,
qui s'est enrichi au fur et à mesure des luttes syndicales qui ont permis d'introduire des protections, des garanties au fur et à mesure, parce que nous sommes effectivement dotés d'organisations syndicales combatives qui remportent des victoires. Nous avons aussi, et nous sommes un des rares pays à en avoir bénéficié, eu les 35 heures, ce qui comparativement à d'autres pays peut sembler être une conquête extrêmement importante et satisfaisante. Bref, nous avons énormément d'éléments qui pourraient plaider en la faveur d'un salariat quand même relativement satisfaisant, notamment comparativement à un nombre d'autres pays où la situation est encore beaucoup plus régressive. Bon, alors, pour illustrer le fait que le salariat apparaît comme étant extrêmement insatisfaisant, je donnerai quelques exemples. Je donnerai comme exemple, on avait discuté, je crois, la dernière fois d'ailleurs, de l'omniprésence de la question de la souffrance au niveau des médias, au niveau des arts et des spectacles. Effectivement, le fait qu'en France, on souffre du travail, c'est quelque chose qui s'est imposé comme une idée tout à fait réelle. Et on a pu le mesurer à travers malheureusement des suicides extrêmement nombreux dans différents secteurs, différentes entreprises. Tu as cité France Télécom qui a été une réelle tragédie de ce point de vue-là. Il y a aussi ce qu'on appelle le burn-out, des personnes qui sont en décompression, qui font des dépressions, enfin qui sont véritablement dans un mal-être extrêmement fort. Il y a ce qu'on appelle les risques psychosociaux, il y a tout ce qu'on appelle le mal-être au travail, et puis il y a aussi, et ça c'est quelque chose de non négligeable, l'addiction à des substances psychoactives pour tenir au travail. Pas pour avoir des moments euphoriques, agréables, etc., mais tout simplement pour pouvoir tenir au travail. Et ça, donc, ce sont des réalités qui sont extrêmement présentes et qui caractérisent un peu, je dirais, la situation des gens qui sont dans le salariat. Autre élément extrêmement illustratif, c'est l'importance des mobilisations qui ont eu lieu en 2023 pour résister à le report de l'âge de départ en retraite. Il y a eu des manifestations extrêmement nombreuses avec une mobilisation unitaire des organisations syndicales, ce qui est assez peu fréquent malheureusement. Et donc le côté extrêmement imposant dans l'action et dans la durée des manifestations est en soi extrêmement intéressante. Parce que en fait, comment il fallait interpréter, me semble-t-il, en tout cas d'un point de vue sociologique, la participation de tant de gens, des personnes âgées, mais aussi jeunes, c'était un phénomène transgénérationnel. C'était pas lié au fait que les Français seraient plus frileux que dans les autres pays par rapport au devoir de travailler, bien qu'on nous ait taillé une certaine réputation de ce point de vue-là, avec Sarkozy qui disait qu'il faut réhabiliter la valeur travail, Raffarin qui avait dit alors qu'il était en voyage au Québec, il fallait que les Français arrêtent de considérer que la France était un lieu de Luna Park. Bon, mais il y avait effectivement dans ces manifestations une sorte de message qui n'a pas été vu, qui n'a pas été politiquement interprété ni développé. C'est tout simplement que c'est d'un certain type de travail que les gens ne voulaient plus, ils trouvaient que continuer à travailler dans la situation qui était la leur était impossible, parce que c'était un travail qui perdait de son sens, qui perd de son sens, parce que c'est un travail qui entraîne un conflit de valeurs et des conflits éthiques chez beaucoup de gens, que lorsqu'ils se trouvent confrontés à des objectifs qui ne sont pas du tout là pour satisfaire les besoins des consommateurs, mais là pour satisfaire les objectifs de la direction. Donc, véritablement, une remise en question d'un certain type de travail. Ce type-là de travail, il est impensable que nous continuions à le faire 1 an, 2 ans,
ans, 3 ans de plus, ça n'est pas possible. C'est véritablement une remise en question de la modernisation managériale, des transformations du travail qui vont dans un sens, on l'a vu la dernière fois largement, de l'individualisation des salariés, de la mise en concurrence de chacun avec tous, de la mise en concurrence de chacun avec soi-même lorsqu'il faut toujours se dépasser, être le meilleur, être résilient, être apte au bonheur, etc. Alors que la situation n'a rien à voir avec tout ça, puisqu'elle se traduit par un travail intensif, par des prescriptions extrêmement fortes et l'impossibilité de peser en quoi que ce soit sur la définition de son travail ou des missions que l'on doit accomplir. Donc, c'était véritablement un message qu'il aurait été extrêmement important et utile de décrypter à ce moment-là, ce qui était manifestement mis en avant dans les manifs contre le report de l'âge de la retraite, c'était on veut plus continuer à travailler comme ça. C'était pas nous sommes plus inspirés par la vie hors travail, par les loisirs, nous sommes inspirés par la conciliation vie professionnelle, vie de travail. Non, c'était véritablement on ne pas une minute de plus de ce travail-là, c'est pas possible, on n'en veut pas et on le fera pas. C'était ça qu'il fallait entendre dans les manifs et une fois de plus, ça n'a pas été analysé politiquement, syndicalement, ça n'a pas été perçu comme ça. C'était par rapport à être en bonne santé au moment de la retraite, profiter de la vie sans travail. Bon, bien sûr que c'est une aspiration. Il s'agit pas du tout de remettre en cause l'aspiration à être en bonne santé au moment du départ à la retraite et à profiter de la vie, mais on peut profiter de la vie aussi en travaillant. C'est ça aussi le message qui était sous-jacent. On veut d'un travail qui puisse nous donner le sentiment d'être utile, qui nous permette de faire du bon travail dans lequel on puisse être fier, dont on puisse être fier, dans lequel, pour reprendre encore l'expression de Yves Clos, on puisse se reconnaître et être reconnu. Voilà, un travail qui fait sens, un travail dans lequel on peut se réaliser et qu'on peut s'approprier. C'est pas du tout le cas. Donc, les manifestations, à mon avis, ont mis ça en avance de façon tout à fait intéressante. Un autre phénomène aussi qui devrait nous intéresser et attirer notre attention sur la volonté de mettre à distance ce travail, c'est l'appétence pour le télétravail. Pourquoi est-ce que il y a de telles demandes d'être en télétravail? Pourquoi est-ce que certains jeunes, notamment, le mettent comme une condition pour être acceptés d'être embauchés? C'est une vraie question. Pourquoi est-ce que les gens aiment le télétravail? Quand on regarde de près comment se situe la plupart du temps leur situation de travail, elle n'est pas extrêmement satisfaisante non plus, parce que ils ont souvent un sentiment d'ennui, ils ont un sentiment d'être éloignés du monde réel, et des fois on est en colocation, on est dérangé, il y a les enfants, c'est pas si facile de travailler à la maison, il y a beaucoup de problèmes, il y a un sentiment d'ennui, on est coupé du vrai monde, et on a le sentiment d'être un peu dans quelque chose de fictionnel. Voilà, on est face à son ordinateur toute la journée et le logiciel vous conduit de façon extrêmement prescriptive dans le travail que vous avez à faire. C'est pas réjouissant, mais les gens y tiennent pour une raison, c'est que justement ça leur permet de se tenir à distance dans les deux sens, symbolique et géographique, d'un lieu de travail qui n'est pas du tout un lieu satisfaisant, un lieu où ils puissent bénéficier de relations sociales agréables, vivantes. Non, parce que chacun est en concurrence avec les autres, parce que on veut tout le temps se faire bien voir par la hiérarchie, et donc on est toujours avec le sentiment de se mettre en scène pour apparaître efficace. On veut se préparer à être bien évalué pour le prochain entretien avec le N+1. C'est pas une vie comme ça pouvait l'être dans les 30 Glorieuses, où on échange de façon solidaire, socialement agréable, amicale, avec le sentiment de partager des valeurs, de partager des sentiments communs. Voilà. Maintenant, le lieu de travail,
télétravail, c'est les open space, où les cadres sont géographiquement traités, enfin spatialement traités comme les ouvriers l'étaient dans les usines, c'est-à-dire chacun à son poste de travail, il est acculé à cette confrontation avec son écran d'ordinateur. Voilà, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant. Et le sentiment d'être tout le temps sollicité pour faire preuve de son allégeance, de sa résilience, d'être vraiment celui qui est le bon salarié, etc. C'est quelque chose qui est invivable pour une grande partie des salariés. Donc, l'appétence pour le télétravail, c'est là aussi un signe qui est pas souvent interprété comme tel, mais qui devrait l'être, du fait que les gens n'apprécient pas leur travail, n'apprécient pas le contenu de leur travail, alors que, comme je l'avais indiqué la dernière fois déjà, en France, les salariés sont réputés, sont connus pour avoir une extrême, un extrême investissement dans le travail comparativement à d'autres pays. J'avais parlé la dernière fois de la logique de l'honneur, où Philippe Diribarne disait que les salariés mettaient leur honneur dans le travail, là où dans d'autres pays, les salariés s'en tiennent à la dimension contractuelle du travail. Voilà, je fais ce qu'on me dit, mais bon, ça va pas plus loin. En France, il y a véritablement un investissement, la volonté de s'impliquer subjectivement, de contribuer à faire un travail de qualité, un travail qui ait un sens, etc., etc. Et donc, toute cette modernisation managériale qui met à mal les salariés en ne tenant pas compte de leurs compétences professionnelles et en les obligeant à travailler selon des prescriptions pensées par des consultants de grands cabinets, ben voilà, c'est une situation qui est mal vécue, particulièrement en France. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la souffrance est tellement omniprésente et que le nombre de suicides, le nombre de burn-out, d'addictions à des substances psychoactives est aussi important. C'est une réalité. En France, la souffrance est probablement plus importante que dans d'autres pays parce que les attentes vis-à-vis du travail sont plus élevées. Donc, ces trois aspects, je dirais, l'importance dans le spectacle, hein, les films, les pièces de théâtre, les romans, de la souffrance au travail, ce qui s'est passé pendant les mobilisations contre le report de l'âge de la retraite, et puis cette volonté de bénéficier, comme on dit, du télétravail, ce sont autant de symptômes du fait que le travail est mal vécu par une bonne partie des salariés. S'y ajoute aussi un fait relativement nouveau, qui est celui souvent mis en avant par les directions d'ailleurs, du turnover des jeunes qui restent pas longtemps dans l'entreprise qui les a embauchés, et souvent les directions d'entreprise adressent même des demandes aux sociologues, aux psychologues, comment faire pour que les jeunes s'adaptent à nos entreprises, acceptent de rester, voilà, comment les attirer d'abord et comment les fidéliser ensuite, hein. C'est vraiment des demandes qu'on entend souvent de la part des directions. Comment faire? Parce qu'en ce moment, le chômage est moins important et les tensions sur le marché du travail sont moins fortes. Donc, il y a tous ces phénomènes qui montrent que ça va pas du côté du monde du travail, et que tout cela provient de l'organisation du travail. Ça provient pas du fait qu'on a une nouvelle génération Y ou Z qui aurait des aspirations plus importantes de liberté, d'autonomie, de moindre travail, et qui voudrait s'éclater plus dans les loisirs. C'est pas lié à ça. C'est lié véritablement à ce qu'est devenu le travail, le monde du travail, et le fait que les gens le vivent très très mal et ne trouvent pas, et ça c'est vraiment, je crois, ce qu'il faut en déduire, ne trouvent pas de solution, parce que les organisations syndicales, comme les partis politiques de gauche, ne s'occupent pas vraiment de l'organisation du travail. C'est pas leur problème. Ils vont avoir des solutions qui seront réduire la durée du travail, faire en sorte que, la semaine de 4 jours, où eux aussi, ils ont plaidé pour le télétravail, les organisations. Elles aussi ont plaidé pour le télétravail, les organisations syndicales.
ce sont souvent des solutions périphériques à l'organisation même du travail, à ce qu'est le travail. C'est le revenu, c'est l'aménagement des postes de travail, etc., etc. Mais l'organisation même du travail, ça n'est pas dans la cible des revendications syndicales, ni des prises de position politiques. Et ça, c'est un vrai problème, d'autant plus que n'est pas non plus remis en question le lien de subordination. Le lien de subordination qui est inscrit dans le contrat salarial, hein, et qui est fondamental, je le répète encore, ça veut dire que quand vous entrez dans une entreprise et que vous acceptez de mettre vos compétences et une partie de votre temps de vie, parce que la durée du travail, c'est du temps de vie. Donc, lorsque vous entrez dans l'entreprise et que vous acceptez de mettre de votre temps de vie et de mobiliser vos compétences et vos efforts dans une entreprise, il faut a priori que vous acceptiez définitivement d'obéir à votre hiérarchie et que il revient uniquement à la hiérarchie et à la direction d'organiser votre temps de travail, c'est-à-dire d'organiser votre travail, vos missions. C'est une responsabilité unilatérale de la direction de l'entreprise et votre hiérarchie est là pour vous le rappeler en permanence et vous n'avez pas la possibilité de refuser. Sinon, c'est une faute professionnelle et c'est le licenciement. Donc, le lien de subordination, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler aussi. Il est vécu de manière de plus en plus personnalisée maintenant, parce que tout le monde du travail a été atomisé, individualisé, personnalisé, psychologisé dans le rapport au travail. Donc, cette dépendance, cette soumission via le lien de subordination, elle n'est plus vécue comme elle pouvait l'être durant les 30 Glorieuses, comme le sort d'un collectif, mais elle est vécue comme étant le fatum que chacun porte en lui-même, comme une laisse autour du cou. Le lien de subordination, vous le vivez tout seul. Et d'autant plus tout seul que vous êtes en télétravail chez vous, ou que vous êtes dans des open space où les gens ne se parlent plus, ont des regards, au contraire, de surveillance, pour essayer de voir où vous en êtes dans votre travail et de vous mettre éventuellement des bâtons dans les roues. Non, le lien de subordination, maintenant, il est vécu personnellement par chacun. Alors, allez vous débarrasser tout seul dans votre coin de ce lien de subordination. C'est quelque chose qui est totalement impossible, qui n'est pas à portée de main. Et les organisations syndicales ne sont pas pour la disparition du lien de subordination. Elles considèrent que c'est normal. Elles considèrent que le lien de subordination, il est inscrit dans le contrat de travail parce que il a une contrepartie qui est la responsabilité de l'employeur de la santé mentale et physique des salariés qu'il emploie. Donc, si vous n'êtes pas subordonné, vous n'avez pas un patron qui sera responsable de votre santé physique et mentale, et ce sera pas bien. Voilà. Les organisations syndicales, moi j'ai souvent discuté avec des responsables de relativement haut niveau, ils m'expliquent que c'est la contrepartie, c'est le prix à payer pour avoir des contreparties bénéfiques, protectrices, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Moi, je ne comprends pas comment on peut raisonner en ces termes, c'est quelque chose qui m'échappe totalement, parce que le lien de subordination, c'est un lien de vassalité. C'est quelque chose qui est complètement contradictoire avec la dimension politique de notre société, qui est une démocratie quand même politique où nul n'est censé appartenir à personne. Enfin, personne n'est censé appartenir à personne, plutôt. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait tolérer, dès qu'on est sur le registre du travail, pourquoi est-ce qu'on devrait tolérer une obéissance systématique et vraiment permanente, perpétuelle, c'est une condamnation perpétuelle à son supérieur hiérarchique et à sa direction. Alors effectivement, il y a des cas majeurs, enfin des cas d'exception, c'est lorsque ça met en danger votre vie. Bon, la majorité des cas ne relèvent pas de cette spécificité, ou lorsque c'est de façon complètement ouverte, contraire à la loi. Bon, mais même ça, c'est pas toujours évident, hein. Comme on le sait, puisqu'il y a eu ces événements, ces Volkswagen, où ils ont truqué
Vous savez, les contrôles de pollution, des ingénieurs ont travaillé pour produire des logiciels permettant de faire mentir ces contrôles. Voilà. Donc il y a véritablement aucune possibilité d'échapper à ce lien de subordination. Et je crois que ce lien de subordination est la raison, d'autant plus qu'il est vécu individuellement, je le redis, est la raison de l'incapacité des uns et des autres de faire changer quoi que ce soit. Si vous voulez, ce qui est apparu dans les manifs contre le report de l'âge de la retraite, c'est un sentiment fondamental d'impuissance. Puisqu'on ne peut rien changer à ce monde du travail qui nous maltraite et qui nous malmène, eh bien, on ne veut pas un jour de plus au travail. C'est vraiment ce sentiment d'être dans un tunnel, de ne pas pouvoir agir, influer, changer cette situation qui est vécue par nombre de salariés comme une situation de maltraitance, de mal-être et de malheur au travail. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Alors, on voit d'ailleurs comment les jeunes réagissent par rapport à ça. Non, moi j'ai fait des interviews de jeunes et souvent ils disent que ils entendent leurs parents parler à la maison, au dîner, de leur travail. Et ils disent, ça nous fait peur. Ça fait peur. Parce que quand on les entend, on a vraiment ce sentiment qu'ils sont face à un sort qui leur est véritablement insoutenable. Parfois, il ne faut pas généraliser pour toutes les situations, mais souvent insoutenable, et qu'ils se sentent dans la plus grande solitude par rapport à ça. Effectivement, et d'ailleurs les consultations auprès des psychologues chargés des questions de santé et travail le montrent aussi. Les gens disent quand on va mal, quand on est harcelé ou quand on est maltraité au travail, personne n'est là pour nous soutenir. Au contraire, on fait peur. Tout le monde nous fuit comme la peste parce que ils se disent si ça m'arrivait à moi, je veux pas savoir qu'est-ce que c'est que d'être harcelé au travail. Donc impuissance, sentiment de solitude, sentiment d'injustice. C'est ce que souvent les jeunes réceptionnent lorsqu'ils sont en train de dîner avec leurs parents, mais ils n'ont pas du tout envie d'aller dans ce monde-là. Ils n'ont pas du tout envie d'aller dans ce salariat. Ils n'ont même pas souvent envie d'avoir un CDI là-dedans. Quand on lit les statistiques, on s'aperçoit que de plus en plus de jeunes disent voilà, je veux bien des CDD, mais bon, pas nécessairement un CDI. Hein. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent je vais être auto-entrepreneur. Je vais être en freelance, voilà, je vais être indépendant. Et alors c'est pas des situations faciles, hein, il s'agit pas du tout d'encenser ces situations qui sont des situations où il y a très peu de protection, très peu de garanties, où il faut faire beaucoup d'heures pour s'en sortir convenablement. Et c'est pas le Graal, mais des jeunes se disent au moins je vais pas être dans des situations de dépendance, je vais pas avoir le sentiment d'être piégé, de pas pouvoir m'en sortir, d'être dans un tunnel, je peux pas ressentir ce sentiment d'impuissance. Donc voilà, je vais m'installer, mais bon, ça va pas être facile, mais je vais le faire. Il y en a qui vont aussi sur les plateformes d'ubérisation. Alors, il y en a qui vont parce qu'ils trouvent pas de place dans le salariat en CDI, je suis bien d'accord avec vous, mais il y en a qui vont parce qu'ils veulent pas du salariat, ils veulent pas être vraiment un exécutant soumis à l'arbitraire de la direction et de la hiérarchie. Donc ici, mais le problème, vous avez dû le voir, c'est que les organisations syndicales dans ces cas-là, elles font toute leur mobilisation pour essayer de prouver la subordination des salariés, des travailleurs, et les faire reconnaître dans le cadre du salariat. Donc là, ça montre bien qu'il y a un décalage très très important entre les aspirations des jeunes et les aspirations de beaucoup de salariés d'ailleurs, et leur position qui est le salariat, c'est bien, c'est une protection, voilà, et le lien de subordination, on va le faire reconnaître haut et fort parce que c'est le moyen de passer en salariat. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui passent par là, qui se brûlent les ailes parce que c'est des conditions extrêmement
même parfois dangereuses, hein, pour ceux qui travaillent pour Deliveroo, en vélo, etc. C'est vraiment des situations extrêmement dangereuses. Ils ont des temps de trajet qui leur sont imposés, qui leur font prendre des risques, etc. Mais bon, ils ont l'impression d'être protégés du méchant salariat, si on peut dire. Et puis il y a les jeunes aussi qui se tournent beaucoup vers l'économie sociale et solidaire, en se disant, voilà, là au moins il y a une finalité sociale, on travaille pour la bonne cause, on travaille, pardon, pour de l'humanitaire, dans des ONG, pour quelque chose de social, pour une finalité. Mais lorsque l'on enquête sur ces entreprises, on s'aperçoit que, elles ont le lien de subordination, et que les conditions de travail sont loin d'être satisfaisantes. Faut lire le livre de Simon Cotin-Marx, qui s'appelle C'est pour la bonne cause, où il montre que, au nom du fait que tout le monde travaille pour une bonne cause, il faut pas être regardant sur les conditions de travail, sur les horaires, sur les salaires, sur les heures supplémentaires, etc. Et effectivement, les gens et les jeunes s'y sentent mal à l'aise parce que ils n'ont pas la possibilité, eux non plus, de faire véritablement évoluer les choses. Moi, j'ai pu le voir aussi. J'avais fait des enquêtes dans des sociétés coopératives ouvrières de production où j'ai vu des conditions de travail qui étaient totalement similaires à celles des entreprises classiques. On pointait, c'était complètement taylorisé, et la hiérarchie était pas très bienveillante. Il y avait des syndicats d'ailleurs, il y avait des grèves. Voilà, c'est pas parce que la finalité sociale de l'entreprise est quand même meilleure que on peut être sûr d'avoir des meilleures conditions de travail et de vivre avec le sentiment de pouvoir coopérer à la définition des missions et de l'organisation du travail. Non, c'est véritablement pas le cas. Et nombre de jeunes se sentent un peu piégés dans ces organisations où à la fois ils adhèrent à la finalité sociale et en même temps ils se rendent compte que les situations sont pas tellement différentes de ce qui se passe ailleurs parce que là aussi il y a le lien de subordination. Alors en plus un lien de subordination associé à l'idée de vous devriez être content puisque on a une finalité sociale et vous devriez vous sentir utile, etc. Et puis, il y en a d'autres qui espèrent aussi encore qu'il y aura des améliorations du côté des directions d'entreprise. Alors ça, je sais pas, vous avez entendu parler de tous ces mouvements d'holacratie, sociocratie, non? Oui, enfin bon, ce sont des mouvements patronaux, notamment dans les grandes boîtes très technologiques où ils disent on va travailler en réseau, dans l'horizontalité, on va être dans l'échange, on va sortir de la logique hiérarchique pesante, chacun pourra interférer, voilà. Donc il y a tout cet aspect-là, et puis il y a aussi l'aspect des entreprises libérées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des entreprises dites libérées. Non? Alors, les entreprises libérées, c'est intéressant parce que c'est pas anecdotique. En ce moment, il y a plusieurs entreprises qui ont adhéré à cette orientation. Et pour vous donner quelques exemples, il y a Decathlon, Maïf, Kiabi, Michelin, Airbus. Alors, c'est pas toute l'entreprise, mais certains établissements de l'entreprise qui sont mis en situation d'entreprise libérée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'entreprise libérée? C'est intéressant, parce que ça montre que si les syndicats ont peu d'imagination, enfin, j'ai l'air d'attaquer les syndicats, mais franchement, je les respecte énormément, les organisations syndicales, pour tout ce qu'elles font. Vraiment, le dévouement des syndicalistes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Cela dit, je pense qu'il y a des orientations qui devraient être revues au niveau des organisations syndicales parce qu'elles ne se saisissent pas suffisamment de la question de l'organisation du travail. Enfin, bon, pour en revenir aux entreprises libérées, je disais que le patronat, effectivement, a beaucoup d'imagination, lui. Alors, cette orientation des entreprises libérées, ça avait commencé dans les années 1950, autour de la pensée d'un monsieur qui s'appelait Thomas Peters. Oui, Peters, c'est celui-là, oui. Et puis ensuite, c'est revenu dans les années 2000,
Et maintenant, c'est la troisième vague. Et avec des gourous, dont, notamment Gates, Zobrist, enfin des gens comme ça, qui sont très écoutés par les directions d'entreprise, et disons leur orientation, c'est de dire bon, les entreprises classiques qui travaillent sur le comment il faut faire, comment il faut travailler, comment il faut se mobiliser, etc., ne sont pas les bonnes. Il faut travailler sur le pourquoi. Voilà. Pourquoi on fait ça, expliquer à tout le monde. Et il faut surtout partir du principe de faire confiance aux salariés. Parce que, évidemment, comme vous le savez, tout le management, comme toute la dimension de gestion des salariés par les directions, elle est basée sur un seul élément qui est comment asseoir l'emprise, la domination sur les salariés. C'est ça le fondement même de l'entreprise capitaliste. C'est il faut légitimement trouver les moyens de faire accepter l'organisation du travail à tous les salariés pour que nous atteignions, nous les dirigeants, nos objectifs de rentabilité dans le cadre de la rationalité économique néolibérale, comme tu l'évoquais, de rentabilité à court terme. Donc, l'idée, c'est là, il faut rompre avec le manque de confiance, disent ces leaders, ces promoteurs des entreprises libérées. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher. Ils expliquent que toute la bureaucratie de contrôle, de contrainte et de contrôle, ça coûte énormément cher, et que même s'il y a quelques pourcents des salariés à qui on ne peut pas faire confiance, organiser toute l'entreprise sur le mode de la méfiance coûte beaucoup plus cher que ce que risque de faire perdre le petit pourcentage de ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, la base, c'est faisons confiance à nos salariés et on va les libérer. Alors, pour être tout à fait honnête, certains dirigeants certains promoteurs des entreprises libérées le disent clairement. Nous libérons tous les salariés. Ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous les libérons parce qu'ils prennent la porte. Et les autres, nous les gardons, mais nous les libérons aussi parce que nous leur faisons confiance. Alors, en quoi ça consiste ? Le patron n'est plus patron. Il est un leader. Et en tant que leader, il a une vision de son entreprise. Quelles sont les parts de marché auxquelles qu'on veut atteindre, quel type de produits, de technologies on met en œuvre, quel type, grosso modo, d'organisation du travail on veut mettre en œuvre. Et toute la problématique, elle se fonde sur le fait que les salariés, puisqu'ils ont été libérés, ne sont plus comme ça des salariés, ce sont des followers, les followers du leader. Donc le leader a sa vision, les followers, on leur demande d'intérioriser la vision de leur leader. Et une fois qu'ils auront intériorisé cette vision, ils vont être en mesure de s'auto-gérer, s'auto-manager, s'auto-motiver, s'auto-discipliner. Parce que on va les mettre en groupe, en petits groupes de travail, et ils vont assumer des charges et des responsabilités qu'ils n'avaient pas auparavant, notamment des charges RH. C'est eux qui vont gérer leurs absences, leurs vacances, éventuellement leurs primes, ce qui rend pas les choses très faciles pour les pauvres groupes, mais bon, c'est eux qui vont gérer cette dimension, et ça permettra de liquider une bonne partie des directions opérationnelles que sont les RH. Après, ils vont avoir des relations directes aussi avec les clients. Alors ça, c'est très très bien parce que ça permet de faire entrer le client dans l'entreprise, qui peut peser directement sur les salariés pour les faire accélérer leur travail. Et ils vont avoir à gérer donc prévenir le client s'il y aura un petit retard ou s'il y a des problèmes, et maintenir le contact avec le client. Moyennant quoi, on peut faire partir un nombre important de cadres de la direction opérationnelle commerciale. Voilà. Et puis il y a comme ça toute une série de directions qui vont être soit évincées, soit diminuées. Et il y aura aussi une grande partie
de la hiérarchie intermédiaire et de proximité, puisqu'on demande aux salariés de s'auto-motiver, de s'auto-discipliner, donc ils n'ont plus besoin de la hiérarchie de proximité, et ça permet de faire des économies énormes. Beaucoup d'entreprises se sont décrétées en voie de libération et sont libérées à partir d'une crise importante qu'ils traversaient. Parce que c'est des moyens de faire des économies extrêmement massives et de s'en sortir. Mais c'est très difficile d'enquêter dans ces entreprises libérées, et c'est très difficile parce qu'il y a aussi une langue de bois, mais quand on entend les salariés qui ont quitté ces entreprises libérées, ils disent qu'ils ont un travail beaucoup plus important et ils ont tout le temps cette fébrilité d'avoir à s'auto-organiser, s'auto-gérer sur le plan des RH, etc., etc., mais ils ne sont pas payés plus nécessairement. Ils ont les mêmes qualifications, la même grille. Voilà. Alors ça consiste en gros à décréter, c'est quand même quelque chose qui semble curieux de dire je vous libère. En général, les gens, ils demandent aussi un peu, ils sont concernés directement. On peut dire non, oui, on ne vous avait rien demandé, par exemple. Enfin bon, mais et je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois que j'avais été à un colloque, parce que je sais pas, par les entreprises libérées la dernière fois, j'ai évoqué. Bref, j'avais été à un colloque où il y avait 700 participants sur les entreprises libérées, où il y avait tous les gourous, et il y avait notamment un type qui s'appelle Zobrist, qui est un dirigeant d'entreprise, une grosse entreprise, et qui l'a libéré, qui écrit là-dessus. Et le patron qui ne voulait plus être patron. Voilà, il a écrit un bouquin comme ça. Il y avait ce colloque où il y avait beaucoup de monde. Et à un moment donné, il dit, je prends 3 questions pendant qu'on installait son machin là. Bon, comment on appelle ça? PowerPoint. Merci. Pendant qu'on installait son PowerPoint. Bon, j'ai levé tout de suite la main. Et comme j'étais en bonne petite sociologue là, au premier rang, il me dit, allez, il tutoie tout le monde. Alors, je lui pose ma question qui est, est-ce qu'il n'y a pas un oxymore entre entreprise libérée et lien de subordination? Parce que vous n'avez pas enlevé le salariat? Bon. Il me regarde. Et méchant? Oui. Enfin, non, objectif. Et il me dit, pourquoi tu me poses une question à la con comme ça, toi? Ça a été la réponse. Alors, après, il y avait un cocktail, et puis il m'a tapé sur l'épaule en me disant « T'es pas fâché, hein? T'es pas fâché ?» J'ai dit « Non, absolument pas. » Mais voilà, c'est un peu l'atmosphère, c'est un peu l'ambiance, quoi. De dire subordination et libération, ça va peut-être pas très bien ensemble, c'est une question à la con. Donc ça n'a pas lieu d'être. Et donc effectivement, mais ça montre l'extraordinaire imagination patronale, la capacité de dire on va mettre à mal la bureaucratie, toute cette dimension de contrôle, toute cette administration, cette hiérarchie de contrôle, on va mettre tout ça à mal, on va partir sur une base de confiance avec les salariés, on va les mettre en relation avec les clients, ça c'est extraordinaire. Mais quand on voit comment ça fonctionne, en fait, comme grosso modo n'importe quelle entreprise avec du boulot en plus, et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a le cas d'entreprises libérées qui se sont délibérées, qui sont revenues parce qu'il y a eu des rachats et qui sont revenus à un stade normal, non libéré. Donc ça montre qu'on est dans quelque chose qui est complètement artificiel. Donc, il y a aussi toutes les entreprises, vous savez ça, qui se disent à responsabilité sociale, qui font du greenwashing. Enfin, bon, voilà. Les directions avancent, et les organisations syndicales, malheureusement, avancent beaucoup moins vite. Les salariés peuvent pas avancer, atomisés comme ils le sont. Voilà. Et on s'aperçoit que en réalité, rien ne s'oppose à la continuation de cette terrible logique de rentabilité à court terme, si maltraitante, si délétère, si on ne prend pas le taureau par les cornes. Voilà. Donc, prendre le taureau par les cornes, c'est facile à dire, mais comment on fait ? Surtout quand on n'a pas de taureau sous la main. Enfin bon. Non, mais je crois que l'important, c'est de mener d'abord une bataille idéologique.
Je crois que la bataille idéologique, c'est quelque chose de déterminant. D'essayer de mettre à mal la légitimité des managers, qui sont un petit groupe d'acteurs vraiment infimes par rapport au nombre des travailleurs, de leur laisser la main sur l'avenir du travail et des entreprises dans notre société. Je crois qu'il faut mener une bataille idéologique pour marginaliser les managers. Essayer de montrer que ils sont les bons, c'est pas de dire que ce sont des sadiques ou des pervers narcissiques ou des gens méchants, ils sont les bons élèves d'une rationalité qu'ils ont appris dans les meilleures écoles et qu'ils répliquent, qu'ils mettent en œuvre dans le cadre de leur activité dirigeante dans les entreprises. Ce sont des bons élèves qui sont formatés uniquement à cette rationalité économique de rentabilité à court terme qui mène les salariés à des situations délétères de souffrance qui ne satisfont pas, je crois, les usagers ou les consommateurs vraiment à la hauteur de leurs aspirations réelles, et cette rationalité qui menace l'avenir de la planète sur notre humanité, l'avenir de notre humanité, sur notre planète, parce que cette rationalité, elle est prédatrice, elle est vraiment prédatrice. Alors les directions ont beau faire un peu de washing féministe, homosexuel, écologique ou tout ce que vous voulez, elles restent véritablement cadrées vers des objectifs qui n'ont pas bougé d'un iota, avec cette idéologie qui reste celle de Thatcher. There is no alternative. Voilà, on peut pas faire autrement. Il y a la mondialisation, la concurrence internationale mondiale, il y a l'accélération temporelle, on n'a pas le temps de réfléchir, faut faire confiance à ceux qui concentrent les connaissances, qui sont les experts, les grands cabinets de consultants, etc. Et c'est tout. Et on a des pays, des nations tétanisées complètement par cette force complètement indifférente à la réalité qui se déploie selon une logique et une rationalité dont on sait tous les citoyens que nous sommes dans nombre de pays, qu'elle est totalement délétère et elle ne peut pas continuer comme ça. Le combat idéologique, c'est de faire prendre conscience à l'opinion publique, aux gens, que le travail, c'est un enjeu politique au sens noble du terme, que c'est un enjeu sociétal, qui ne regarde pas que les seuls managers à qui il revient d'organiser le travail parce que ce sont les employeurs qui payent. Non, il faut sortir de cette logique et essayer de montrer qu'elle n'est pas légitime. Pourquoi un petit groupe de... Alors je sais, vous allez tous dire, mais ça c'est le capitalisme, etc. Mais il faut bien l'attaquer par quelque endroit, un endroit, le capitalisme. Et je crois que l'attaquer par sa rationalité qui est évidemment injuste, basée sur l'exploitation, etc., bien sûr, on le sait tous, on en est tous convaincus, mais dont on voit clairement les manifestations, on les a jamais vues aussi clairement, ces manifestations, que maintenant, ça détruit les travailleurs, ça détruit les consommateurs, ça détruit la planète. On le voit. Donc, essayez de faire prendre conscience de l'impossibilité de continuer, de l'illégitimité de ce petit groupe d'acteurs économiques à concentrer dans leurs mains tous les pouvoirs en termes de organisation du travail et finalité du travail et des entreprises. Ça, je crois que je vous l'avais dit en 1998. Le CNPF, Conseil national du patronat français, s'est transformé en MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Ce qui veut dire, réellement et symboliquement, que le patronat est devenu les entreprises. C'est énorme. Personne n'a réagi par rapport à ça. Or, désormais, quand des représentants du MEDEF s'expriment, ils disent « nous, les entreprises, nous pensons que ». Nous, les entreprises, avons besoin que personne ne bronche. Et quand je vais dans les séminaires syndicaux, les réunions syndicales,
tous disent, franchement, les entreprises, elles nous font, non, elles exagèrent, etc. Je dis, mais c'est pas les entreprises, c'est les directions. Je dis, mais ouais, non, t'as raison, mais franchement, oui, c'est vrai, mais les entreprises, faut qu'elles arrêtent. Voilà. On a complètement intériorisé le fait que le patronat, c'est les entreprises. Et que les travailleurs, ils sont en dehors, enfin, ils sont en dehors des entreprises. Ils n'ont pas de légitimité au sein des entreprises. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas de légitimité au sein de l'entreprise, puisqu'ils sont subordonnés. Voilà. Ils n'ont pas de légitimité. Et ça, c'est, à mon avis, quelque chose sur lequel il faut vraiment mener un combat idéologique et politique. C'est-à-dire, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Pourquoi est-ce qu'on accepte, enfin, alors, on a été tellement individualisé, atomisé, etc., que effectivement, on a l'impression que c'est pas possible de bouger quoi que ce soit par rapport à ça. Faut le poser déjà. Le lien de subordination, c'est l'assurance vie du patronat, donc du management, que rien ne changera. C'est leur assurance vie, surtout maintenant qu'il est vécu de façon individualisée. Il faut remettre en cause la subordination. Souvent, les dirigeants du MEDEF disent la CGT, c'est archaïque, etc. Ils parlent d'archaïsme. Qu'est-ce qu'il y a de plus archaïque que le lien de subordination? Il n'y a rien de plus archaïque. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jouer cette carte-là? Ça serait une manière de détricoter le modèle capitaliste. Parce que c'est vrai qu'on peut l'attaquer de front, comme on a toujours essayé. Ça n'a pas donné des résultats vraiment probants. C'est le bon terme. C'est le bon terme. Mais détricotons. Oui, on est contre l'archaïsme. Oui, on est pour la modernité. Oui, on est pour l'avancement et l'aventure. On est résilient, donc on veut se remettre en question. Voilà, remettons-nous tous en question. Lien de subordination, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Oui, non, pardon. Donc, voilà, je crois qu'il faut remettre en question de ce lien de subordination, et essayer de montrer qu'il ne permet pas de créer les conditions pour que soit remise en question cette rationalité économique délétère, et que pour que soit pensé un autre type de travail avec une finalité sociale différente et des modalités d'organisation différentes, et des entreprises différentes elles aussi. Voilà. Il faut créer les conditions pour qu'on puisse libérer, alors je ne vais pas dire l'intelligence collective parce que c'est galvaudé, mais les capacités d'invention, d'imagination, d'anticipation des travailleurs, sur lesquels repose tout le progrès qu'on connaît, hein. C'est les travailleurs qui inventent les puces, les machins, etc. Il faut pouvoir se fonder sur eux pour inventer un autre travail. Et cet autre travail, il va être, à mon avis, nécessairement caractérisé, outre la fin du lien de subordination, par la recréation des collectifs. Ça, c'est fondamental. Recréer des collectifs. Ça veut dire quoi? Mettre un terme à la mise en concurrence systématique des salariés les uns avec les autres, avec des objectifs personnalisés. Vous savez que moi, j'ai vu des objectifs personnalisés sur une chaîne de montage pour des opérateurs qui avaient des objectifs et des évaluations personnalisées. C'est une aberration absolument totale. Sortir de cette logique de mise en concurrence des salariés avec les autres, des primes, etc., différentielles, revenir à un statut commun, à des possibilités communes, et le sentiment de partager des valeurs communes et d'espérer un avenir commun, pour recréer des collectifs. Et ça c'est surtout lutter contre la mise en concurrence des salariés les uns avec les autres. C'est quelque chose de fondamental. Moi j'ai entendu par exemple certaines organisations syndicales, certaines fédérations, où ils disaient quand il y a des entretiens individuels, si on arrive, on peut pas les faire sauter, mais on les prépare collectivement. Ça, c'est une idée intéressante. Quand quelqu'un va négocier, les syndicats, ils arrivent, on peut en parler avec toi, voilà. Et ils préparent et ils attendent à la sortie pour débriefer. Ça, c'est déjà un tout petit pas. Mais c'est une manière de mettre du collectif là où il y a des formes de personnalisation outrancière de la relation au travail. Donc,
crée les conditions d'une vie et d'un exercice professionnel collectif au sein de l'entreprise. Ça me semble être fondamental. Deuxième point, faire reconnaître la professionnalité des travailleurs, parce que la professionnalité des travailleurs, elle a été passée complètement elle a été oubliée. Elle a été totalement oubliée au bénéfice de l'humanité. Voilà. J'ai essayé de développer les fois précédentes. On s'intéresse à l'humain, hein, à la spécificité subjective, émotionnelle de chacun. On parle de gestion des émotions, de management affectif. Voilà. Alors toute la modernisation, elle est autour de cette dimension de la plus intime de chacun, sa spécificité, etc., etc., pour casser les collectifs. Et tout ça au détriment de la reconnaissance de la professionnalité, qui est loin d'être individuelle. La professionnalité, les métiers sont validés par des collectifs. Ce sont des registres collectifs. La professionnalité, les qualifications, les métiers sont construits et validés et portés collectivement. Donc, ce qu'il faut mettre au cœur de l'entreprise, c'est pas l'émotionnel et l'affectif, mais c'est la profession, le métier, l'expérience, les connaissances. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Se baser sur cette dimension d'une manière collective, qui soit mobilisée d'une manière collective. Ça, c'est aussi un aspect qui me semble absolument fondamental. Et puis, je crois qu'il y a aussi un aspect sur lequel il faut à très court terme intervenir, c'est la maîtrise du changement. Parce que le changement, il est imposé de façon permanente pour mettre en difficulté les salariés, pour qu'ils soient dépendants, pour qu'ils ne puissent se prévaloir de leurs connaissances, de leur expérience, et qu'ils soient obligés de s'en remettre aux procédures, aux protocoles, aux process qui leur sont imposés. Mais vous savez que entre chaque changement promu par la direction, il n'y a aucun moment de bilan et d'évaluation. Jamais. Jamais. On passe d'un changement à l'autre. C'est ça le progrès. Le changement est une vertu en soi. Hein. Et donc, imposer une temporalité qui permette de tirer les bilans, d'évaluer ce qui a changé en bien, ce qui a posé des nouveaux problèmes, ce sur quoi on n'est pas d'accord, ce qu'on veut voir évoluer, les solutions qu'on veut apporter, etc., avant de procéder à un énième changement. Ce sont tout ça des pistes qui ne paraissent pas totalement révolutionnaires. C'est pas que je suis contre la révolution, c'est pas ça le problème, mais elles ne sont pas en apparence révolutionnaires. Demandez la fin de la subordination, qui est une aberration et un archaïsme dans une société où chacun a bénéficié de formation, est informé sur ce qui se passe dans le monde entier, a des capacités complètement décuplées par rapport à celles que nous possédions il y a 100 ans. Bon, de dire ça, on peut pas fonctionner dans le monde du travail avec les enjeux qui en dépendent sur le base de la subordination, c'est pas quelque chose qui semble complètement excessif. Demander de mettre fin à la concurrence entre les salariés pour que ce soit possible des formes de coopération, de travail commun, de réflexion commune, pour essayer de trouver des solutions, c'est pas non plus quelque chose qui soit complètement révolutionnaire. On veut voir le métier reconnu, la professionnalité reconnue, c'est pas quelque chose, mais et le changement maîtrisé, ce sont des éléments qui pourraient permettre de créer des conditions où la capacité de marginaliser, parce que c'est vraiment l'enjeu, la rationalité économique de rentabilité à court terme, la seule que soit capable de porter cette catégorie de managers, parce qu'ils n'ont été formés, ils ne comprennent que cette catégorie de rationalité et qu'ils en sont les meilleurs élèves, eh bien tout cela, à mon avis, ce serait des possibilités et des pistes légitimes, à mon avis, à poursuivre. Je ne sais pas si c'est l'heure ou pas, mais j'ai plus rien à dire.
Merci beaucoup Daniel pour t'être plié à cet exercice difficile de tracer des voies d'émancipation et de dépassement des liens de subordination. La parole est maintenant à vous, donc vous pouvez poser des questions ou faire des remarques. Et on attend d'avoir le micro pour poser sa question, sinon ça ne s'entend pas à la captation. Vous pouvez faire passer. Bonsoir, merci pour cette troisième conférence. Vous avez beaucoup parlé donc des entreprises privées. Moi, je travaille dans l'éducation nationale et je sens que ce lien de subordination est de plus en plus pesant et infantilisant et occasion de souffrance au travail. Merci. Oui, non, mais vous avez raison. Je réponds au fur et à mesure, hein. Oh oui, parce que sinon après il y a des questions qui passent à la trappe sans qu'on le veuille. Vous avez raison. J'aurais dû dire mais je crois que je l'avais fait dans les autres conférences, que la modernisation managériale, elle s'est emparée du secteur public d'une manière absolument phénoménale depuis le début des années 2000, et on le voit très très bien dans l'enseignement. On le voit moi j'interviens souvent auprès de la FSU ou auprès du SNES, etc. Ils n'en peuvent plus. Enfin, les enseignants n'en peuvent plus. Ils sont complètement contraints. Ils ont des charges de travail qui correspondent pas à leur mission d'enseignement. Et ils ont vraiment l'impression maintenant d'avoir une vraie hiérarchie, une vraie direction, d'être vraiment contrôlés. Les inspecteurs, c'est plus du tout ce qu'il y avait avant. Non, mais c'est un vrai problème. Et dans les hôpitaux, on le voit bien, la façon dont l'administration, affronte et veut piétiner la logique de métier de soignant. Ils ont leur propre logique à eux, et effectivement, le problème, il est absolument le même. Et dans les collectivités territoriales aussi, de plus en plus, ils se sentent totalement concernés. Ça s'appelle pas le lien de subordination, mais le devoir d'obéissance. Mais c'est exactement la même chose, hein. C'est exactement la même chose. Bonsoir. J'ai deux questions. Est-ce que vous parliez tout à l'heure du fait que le salarié et du coup les syndicats mettaient en valeur le lien de subordination en tant que moyen d'être protégé aussi par l'employeur du point de vue maladie, du point de vue retraite, etc. Est-ce que le sujet aussi, ce serait pas le fait que la protection sociale est articulée au travail et au temps de travail, au salaire, et qu'il faudrait peut-être trouver d'autres moyens d'assurer la sécurité sociale autrement que par le travail, et peut-être pour réhabiliter les SCOP, les coopératives, est-ce que quand même le lien de subordination il n'est pas atténué par le fait que quand on est dans une coopérative, on a aussi voix au chapitre sur les décisions, sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Et dernière chose, mais ça c'est juste une remarque, vous parlez de l'entreprise libérée, etc. Je renvoie au livre de Johan Chapoutot sur Libre d'obéir, et c'est terrifiant, et ça me rappelait ça. Voilà, merci. Oui, alors effectivement, il y a tout à fait d'autres moyens de penser la protection en termes de santé et pour la retraite, etc., des salariés. On peut penser en termes d'un contrat d'engagement réciproque. Et d'ailleurs, si on pensait en termes d'engagement réciproque, on verrait bien, se poserait la question de définir, est-ce que c'est le salarié tout seul ou c'est la communauté des travailleurs par rapport à la communauté de la direction, parce qu'il faudrait peut-être repenser la direction aussi à ce moment-là pour qu'elle bénéficie vraiment d'une représentation des salariés eux-mêmes, voire même des consommateurs. Ça obligerait à repenser aussi comment est constituée la direction, mais on peut tout à fait imaginer, parce que au fond, quand on y regarde de près, se dire que c'est l'employeur qui est responsable de la santé de ses salariés, franchement, on peut en rire. Avec l'amiante, l'épisode de l'amiante, ils sont jugés partis
comment est-ce qu'ils peuvent véritablement prendre en charge loyalement, j'allais dire aussi la question de la santé? Pas du tout. Ils ont, si ça leur coûte moins cher de pas prendre en compte la santé, ben ils vont pas prendre en compte la santé. Donc à la fois c'est hypocrite, je dirais, de dire l'employeur est responsable. C'est hypocrite parce qu'on sait qu'il n'en est pas véritablement responsable, ou au moins il fait tout pour éviter de l'être. Bon, et puis on pourrait tout à fait admettre effectivement que c'est un problème de société, que la santé des travailleurs et la régir autrement. Donc il faut penser tout ça. Moi, je donne toujours comme exemple, vous savez quand les femmes en 1945 on leur a dit, voilà, droit de vote. Mais les hommes étaient à moitié évanouis à l'Assemblée nationale. On disait, on peut pas penser une société comme ça. Il faudra tout réinventer, Bah oui, mais alors, c'est pas un problème. Enfin, voilà. Donc, il y a d'autres moyens, effectivement. Pour les COP, oui, vous avez raison, vous avez raison. En principe, d'abord, c'est pas lucratif, une coopérative. Ensuite, il y a des sociétaires. C'est-à-dire qu'ils ont des parts, comme un peu des actionnaires, mais sauf que c'est sur l'entreprise. Mais est-ce qu'ils ont vraiment voix au chapitre sur le plan de l'organisation du travail? Non, pas vraiment, parce que il y a des contraintes, parce que etc., et on n'a pas le temps, et il y a des experts, et il y a des spécialistes, et voilà. Et puis on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle d'organisation du travail différente de l'organisation influencée par la logique taylorienne. Donc, c'est très, très compliqué. À mon avis, c'est une question d'ensemble. C'est une question d'ensemble. Il faut repenser le travail, il faut repenser les entreprises. Certes, l'entreprise économie sociale et solidaire, ils ont certains côtés qui sont intéressants, bien sûr. Mais sur le plan strict de l'organisation du travail, c'est pas satisfaisant. Je voulais juste poser une question qui est peut-être naïve, mais en vous entendant, de se réapproprier justement le travail et de trouver d'autres organisations, j'ai quand même l'impression que ce management qui tombe dans excusez-moi, l'utilisation du management, c'est justement fait pour qu'il n'y ait pas de possibilité de collectif ou des travailleurs pour s'opposer. Moi, j'utilise les termes directs, capital, mais que c'est vraiment organisé dans ce but-là aussi. C'est-à-dire, on a trouvé des systèmes pour couper le collectif des travailleurs qui peuvent faire contrepoids et rapport de force. Donc, du coup, je vois, à part vraiment je vois pas comment s'organiser différemment, proposer un collectif dans l'entreprise, puisque c'est organisé pour qu'il n'y ait pas de collectif. Oui, voilà, en fait, c'est un peu ça. Mais on pourrait tout à fait imaginer, si les gens ont pris conscience de ce que ça représente, que cette concurrence et cet esprit de compétition entre les uns et les autres pour avoir chacun, ils pourraient mettre en commun. Si un collectif, si on veut le créer, ils mettent en commun les primes et les partagent, par exemple. Il y a plein de possibilités de faire exister un collectif. C'est pas, si vous voulez, le management a réussi à casser les collectifs parce que les salariés y ont consenti. Ils y ont consenti, ils ont joué le jeu. Parce que la rhétorique managériale à l'époque, dans les années 80, 90, 2000, c'était de dire, nous prenons en considération vos aspirations, chacun veut être reconnu pour ce qu'il engage dans le travail, pour ses compétences, ses qualités, pour son apport, etc. On va le reconnaître. Et les gens ont joué le jeu en disant, c'est pas mal quand même, on va sortir. Bon. Mais on peut, s'il y a des avancées de prise de conscience collective, les gens peuvent se remettre en question l'avancée. Regardez les jeunes, par exemple. Il y en a qui remettent en question ceux qui sortent des grandes écoles et qui disent et je trouve ça très intéressant. Premièrement, nous n'avons pas reçu le bon enseignement. Ça, c'est fondamental de dire ça. C'est nous rejetons la rationalité économique de rentabilité à court terme. C'est ça que ça veut dire. Et deux, nous n'irons pas faire carrière dans les entreprises, là où nos parents ont fait carrière et voudraient que nous allions, parce que nous voulons une autre société. C'est une manière de faire prendre conscience aussi à leur environnement et des enjeux fondamentaux qu'il y a derrière ça. Des enjeux, et même on pourrait dire que
des enjeux partagés par le management et le salarié de base. Parce que si la Terre s'effondre... Moi, je pensais, je regardais la télé, je voyais ce qui se passait en Californie, toutes ces maisons de riches, et puis je voyais ce qui se passait à Mayotte. Je dis, mais voilà, c'est le même réchauffement climatique. Il agit sur les très riches et sur les très pauvres. Voilà, on peut faire avancer les choses peut-être. On peut se mettre à penser différemment parce que le problème de l'opinion française, c'est qu'elle a été largement gagnée par toute la rhétorique politique et économique de droite qui disait bon, les Français ils travaillent pas assez. Regardez ce qui se passe dans le monde. Allez, il faut faire et quand vous interviewez les gens, ils disent ça, ils disent la même chose. Ouais, moi je travaille, mais alors faut regarder les autres, ils font rien. Voilà. Mais il y a cette idée, mais il y a vraiment cette idée que en France, voilà, personne veut faire d'efforts, personne ne travaille, chacun est le seul à faire des efforts et à travailler dans son coin. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une bataille idéologique à mener. Il y a vraiment une bataille parce qu'il faut l'opinion publique. Moi, j'ai entendu, j'ai fait des interviews, les gens parlaient des fonctionnaires qui ne foutent rien, qui ne servent à rien. Après, j'ai entendu des gens qui étaient en intérim, qui étaient précaires, parler des CDI qui ne foutent rien, qui vraiment, etc. Et voilà, c'est ça notre société maintenant. Donc, c'est vraiment en termes d'avancée, de prise de conscience collective qu'il faut raisonner. Ça me semble très, très, très important. Et voilà. Donc, je pense le collectif, il est arrivé parce que nous avons consenti quelque part à cette personnalisation. Beaucoup de gens ont fondé les espoirs en disant c'est formidable, je vais pouvoir me réaliser, être récompensé. En plus, on va me faire confiance. Voilà, je pourrais. Mais c'est pas. Alors ils sont allés, mais c'est pas la réalité. C'était pas. C'était un mauvais deal. Oui. Non, c'est pas ouvert. Ah, ça y est. Oui, merci d'abord pour cette troisième conférence. Et si vous me permettez, votre ton punchy de ce soir, que j'ai ressenti plus en tous les cas que dans les deux premiers, je crois que vous étiez motivé par le fait qu'il faut s'en sortir, quoi. Bon, donc merci pour ça. Sur cette question du lien à la subordination, c'est comment on y met fin. Alors, pour moi, il y a deux aspects que je veux évoquer comme question. C'est vous avez raison de dire qu'il y a d'abord une bataille idéologique à mener parce qu'on ne l'a pas menée, que le patronat le monte. Mais ça suppose de mettre en cause la société dans laquelle on est et ses objectifs. Parce que ce lien de subordination dans le travail, il est mis au service d'une conception de la société. Et vous l'avez dit, je le résumerai comme ça, prédatrice. Prédatrice de nos vies, prédatrice de la nature, etc. Et donc il faut donc modifier cette vision. Et ça, on ne peut pas le faire qu'à l'entreprise. À l'entreprise, il faut d'abord que les syndicats, bien sûr, acceptent de réfléchir et de discuter sur l'organisation du travail. Il faut remettre du collectif, comme vous l'avez dit, et il faut poser toutes ces questions-là à l'entreprise. Mais c'est plus grand que l'entreprise. Par exemple, définir des filières de métiers, de leur formation qui répondent aux jeunes ingénieurs dont vous avez parlé, ça suppose de le faire au niveau de la société et pas seulement au niveau de l'entreprise. Donc pour moi, c'est une première question. Et la deuxième, c'est que ce lien de subordination, je trouve qu'il s'exprime avec une terrible... le plus terrible, c'est qu'il permet au patron de dire à un moment donné « je vous licencie ». Et quand il licencie aujourd'hui, il renvoie le salarié non plus à son statut de salarié, mais à celui de chômeur, jusqu'à son prochain calvaire de négocier un nouveau contrat de travail. Mais dans le contrat de travail, il n'y a pas que du mal. Il y a des droits qui ont été obtenus par les travailleurs dans l'histoire ouvrière. Donc, il n'y a pas que du mal. Est-ce que la question, c'est pas de dire qu'un certain nombre des droits qui sont dans le contrat de travail doivent pouvoir continuer d'être exercés en dehors du marché du travail ? Et qu'on doit pouvoir les transmettre, même si c'est des droits collectifs, les transmettre à des personnes. Ça suppose tout simplement qu'on assure la continuité du salaire, de la rémunération. Je vois où vous venez. Oui, parce que... Vous allez plutôt. Si vous m'avez suivi dans mes 3 questions, dans vos 3 conférences, je reste bien sûr sur cette idée-là. Ouais. Mais je veux pas le faire comme... moi, je considère pas que la sécurité sociale, professionnelle, c'est une troupe extraordinaire. Je trouve qu'on utilise trop ce mot-là, d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, la socialisation des salaires peut permettre de maintenir une rémunération qui peut permettre, donc, de façon indépendante, où il n'y a plus de lien de subordination, qui peut permettre aux salariés qui ne l'est plus de se former, de choisir des métiers nouveaux, etc., à condition
C'est pour ça que j'ai commencé en disant c'est un problème collectif national, à condition qu'on définisse des filières nouvelles, qu'on définisse les formations qu'il faut pour cela. Sinon, on ne réglera que le problème de la rémunération, et il y en aura plein qui nous diront « vous payez des gens à rien foutre ». Donc c'est toute une conception nouvelle du travail, mais en même temps du type de société dans lequel on veut développer. Donc je crois que c'est important aussi. Oui, alors bon, moi je pense quand même qu'il y a des phases où on commence par... enfin, il faut commencer par un bout, il faut tirer un bout. Je pense que le bout de la subordination, il peut être intéressant parce que politiquement, quand on l'analyse, etc., il est choquant. Il pose problème, il relève de la vassalité. Vous savez, la vassalité, le seigneur, il dit je lève une armée pour te protéger en cas d'invasion et tu travailles pour moi. Là, c'est je veille à ta santé mentale et physique et tu bosses pour moi. Bon, donc vraiment, on peut le mettre. Après, moi, je crois prudemment, il faut pas remettre en cause le salariat. Il faut débarrasser le salariat de la subordination, mais garder les garanties, les protections qui ont été effectivement introduites à la suite de luttes syndicales et de mobilisation, etc. Commençons par garder le salariat en le débarrassant de la subordination, et là, il est possible de faire avancer peut-être une nouvelle pensée sur l'organisation du travail. Parce que il faut bien en sortir à un moment donné. C'est comme vous êtes enfermé dans une pièce sans fenêtre. Ben vous vous dites peut-être que là le mur il est plus facile à enfoncer. Ben oui. Donc il faut trouver l'endroit où il est plus facile à enfoncer. Puis après voilà, on verra comment on s'organise. Moi je pense que un salariat débarrassé du lien de subordination, ça n'apparaîtrait pas comme quelque chose d'extrême. Voilà, me semble-t-il. Mais ça changerait considérablement les choses. Vous êtes convaincus? Non. Je ne pense pas que ce que j'ai dit va contre ce que vous dites. Non, je suis d'accord. Oui. Alors, vous avez abordé un moment l'ubérisation de la société comme étant une façon de contourner le lien de subordination. La question que je me pose, c'est si ce n'est pas encore pire, est-ce que ça crée pas un lien de subordination encore plus complexe, dans la mesure où beaucoup de personnes qui sont subordonnées littéralement à ces plateformes sont dans une extrême précarisation, n'aspirent pas à cette protection entre guillemets que permet d'obtenir le patron, le patronat de l'organisation des entreprises. Et il y a une division à la fois très racialisée de ces métiers ubérisés, hein. Donc ça crée toute une spirale de précarité extrêmement importante. Et voilà, la question de savoir si on n'est pas dans un niveau encore plus élevé de subordination extrêmement délétère. Ah oui, non mais vous avez raison. Alors formellement, il n'y a pas de lien de subordination, mais il y a un lien de dépendance économique. Et cette dépendance économique, elle est extrêmement forte, puisque le prix, les tarifs sont imposés par la plateforme, les temps sont imposés par la plateforme. Enfin, il y a effectivement le rôle d'employeur classique, il est là, il est présent. Et les ubérisés sont dans des situations très précaires, font un nombre d'heures absolument incroyable, les taxis. Enfin, c'est quelque chose d'épouvantable. Et effectivement, ils n'ont que tous les désavantages, ils ont tous les avantages et tous les inconvénients, et ils n'ont aucun avantage. Et ça, c'est vrai. Sauf que il se dit, la seule chose qu'ils disent, c'est on peut décider tel et tel jour de ne pas aller travailler. Voilà, c'est leur manière de. Alors, ça montre à quel point il y a de l'impuissance, puisque pour fuir le salariat, on va se mettre là-dedans où il n'y a qu'un microscopique marge de manœuvre qui est celle de dire tel jour je vais travailler, tel jour je vais pas travailler. Bon, voilà, mais effectivement que c'est un choix qui n'est pas du tout protecteur et qui est dangereux même, et c'est tout sauf une solution. La preuve, c'est une fois de plus que les organisations syndicales vont essayer de démontrer qu'il y a un lien de subordination pour que le contrat salarial puisse être établi. Mais effectivement, c'est pas du tout une solution, l'ubérisation, pas du tout. Les freelances, l'auto-entrepreneuriat non plus. Il faut des solutions collectives. Là, c'est encore une extraordinaire atomisation supplémentaire.
Et les directions sont très contentes. Ils utilisent beaucoup l'ubérisation. Ou l'auto-entrepreneuriat. Par exemple, Ryanair, les pilotes, ils sont tous auto-entrepreneurs. C'est très pratique parce que voilà, ça permet de faire des économies de formation. C'est eux-mêmes qui payent leur formation, de recrutement, de licenciement. Enfin, c'est très, très, très facile. Ah oui. Je voudrais développer un aspect de la subordination que tu n'as pas tout à fait traité, ces mots-là. D'accord, c'est toi. Comment elle s'appelle, la grande autrice, comment elle s'appelle, La Kant qui j'ai oublié son nom maintenant. Sur la subordination? Non, oui, sur la subordination, oui. Quand Marx dit prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Tu veux dire Luxembourg? Non. Elle lui répond, c'est pas la peine parce que y a rien à échanger. Pourquoi s'unir puisqu'il n'y a rien à échanger? On ne peut échanger que dans le plaisir du travail. Oui. On ne peut échanger que dans le plaisir du travail. Donc, sa parole, elle la déclare immature. Et on pourrait essayer de généraliser à un niveau international, parce que c'est la même chose qui se passe dans tous les pays du monde, et on n'en parle jamais. On ne sait que parler que de nous. Voilà. Non, mais bien sûr que ça se passe dans tous les pays du monde. Oui, mais justement, si on s'unissait, on pourrait retrouver le plaisir au travail. Lui, là, je suis témoin que le pauvre... On a essayé de faire de la parité. Bien, donc je suis Gissel, je suis médecin du travail à retraité, je suis à la CGT, j'anime le collectif CGT, UJIC-CGT des personnels de services de santé au travail, je travaille à la Confédération au niveau de la commission santé, et aujourd'hui j'ai animé une journée d'études du groupe de travail portant sur l'organisation du travail et la transformation du travail des assises de santé au travail, et la journée d'études était parler des enquêtes ouvrières. Et ce qui était très intéressant, au niveau CGT, il y a un nouveau regain sur la question du travail, qui a été abandonné il y a 20 ans, depuis le départ de Serge Dufour et le départ de l'équipe qui était au niveau de l'activité santé-travail. Et ce qui est intéressant, c'est que les camarades, il y a des expériences. Dans la réunion, il y avait CGT, FSU, Solidaire. Il y a une expérience des camarades de la Sarthe, de la CGT Sarthe, c'est pas une recherche-action, presque, avec des chercheurs, dont Philippe Davzy, que tu connais. Et, comment elle s'appelle? Sabine. Et donc, le travail, c'est d'envoyer les délégués syndicaux vers les travailleurs pour faire des enquêtes et pour leur faire parler du travail et de l'organisation du travail. Et les travailleurs répondent, parce qu'on a 60%, 66% de réponses à des enquêtes écrites. Mais il y a aussi le fait d'aller voir les travailleurs, d'aller visiter leur lieu de travail, qui est très important et qui change le travail syndical. Et à travers ça, en faisant parler du travail, de l'organisation du travail, on remet en cause concrètement le lien de subordination. Parce que les travailleurs et les travailleuses, quand ils parlent de leur travail, ils parlent de l'organisation du travail, ils parlent de la question du pouvoir dans l'entreprise. Ils remettent en cause concrètement le pouvoir du patron et du management. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le lien de subordination, je suis contre, effectivement, mais c'est consubstantiel au système capitaliste. Et que donc, comment le détruire est la question. Et là, refaire naître les collectifs de travail, refaire parler du travail, de l'organisation du travail,
est extrêmement important. Et moi, je vois, quand j'étais médecin du travail, quand je posais la consultation, commençait par comment ça va au travail, comment ça va le travail. Alors là, les travailleurs et les travailleuses, j'arrivais pas à les arrêter sur leurs questions parce qu'ils aimaient leur travail. Et ils avaient des conflits dans leur travail qui faisaient qu'ils pouvaient pas faire leur travail tel qu'ils le voulaient. Et c'est de là que naît la souffrance. Bien sûr. Et quand on les met en relation avec les autres travailleurs et travailleuses, leurs collègues, ils posent les mêmes questions. À partir de là, il y a une inventivité qui se crée et qui est extrêmement importante. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder le problème. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Mais d'ailleurs, ça correspond à ce que faisaient les CHSCT. Et qui ont été défaits. Et donc, c'est intéressant que se recrée à travers ce type de démarche, de nouveau, une constitution d'expertise sur ce qu'est le travail, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Oui, oui, c'est absolument fondamental. Oui. Et je voulais ajouter, très rapidement, Mais ça, non, parce que ça n'est pas enregistré. J'aurais une question très brève. Quel est le système politique et économique dans lequel vous imaginez possible de généraliser que, par exemple, les employés puissent se libérer de patron de leur entreprise? Il y a un film documentaire super sur une entreprise de nettoyage d'une des universités en Belgique, qui à un moment ont trouvé que le patron ne faisait pas son travail et qui l'ont démissionné. Et donc c'était le collectif des nettoyeurs et des nettoyeuses de l'université qui ont pris l'entreprise en main. L'université a continué à les employer pendant 10 ou 15 ans, je ne sais plus, où leur offre était plus compétitive. Et donc, l'université a employé une autre entreprise de nettoyage qui faisait le travail moins cher, donc les conditions de travail dégueulasses. Donc, la question quand même, c'est que effectivement, il faut convaincre les gens sur le fait que la subordination n'est plus possible. Mais dans quel système politique et économique est-ce possible? Alors oui, c'est ça. Quelqu'un qui a répondu à ma place. Il est à construire, effectivement. Mais vraiment, on peut pas. On est à un tournant. Nous sommes à un tournant historique fondamental. Mais je crois réellement, nous sommes à un tournant historique. On le voit. Il y a des potentialités. Il y a absolument démoniaque maintenant la transhumanisation, l'homme augmenté, l'intelligence artificielle. On va tous sur Mars, etc. On est dans un moment historique où il faut que les citoyens mondialement essayent de poser des limites et se dire voilà, maintenant ça suffit, vous allez nous embarquer vers vraiment un cauchemar absolument sans fin. Voilà, nous allons organiser autrement nos sociétés. Et je crois qu'on est arrivé à à ce type de moment. Il faut changer. Alors, il faut l'inventer, cette société. Et je crois que, par exemple, malheureusement, quand il y a eu le socialisme, etc., ils n'ont pas inventé de nouveaux modèles d'organisation du travail. Ils se sont basés sur le taylorisme. Mais oui, ils l'ont repris. Or, il faut nous convaincre, c'est pour ça que je parle de bataille idéologique, de la légitimité de nous, citoyens, d'essayer de limiter, de marginaliser cette pensée démoniaque, qui devient démoniaque, de ceux qui sont mobilisés par une rationalité qui devient totalement abstraite, techniciste, abstraite, impensable, voilà, qui n'est plus acceptable. Donc, il nous faut inventer. Mais nous sommes des milliards. Mais c'est vrai. Merci beaucoup. Alors, un tout petit mot de conclusion. D'abord, un très grand merci, Daniel, à toi d'avoir
Oui, d'avoir occupé cette chaire avec tant de générosité intellectuelle ces 2 dernières années. Ça fait 2 ans finalement. Un grand merci. Merci beaucoup aussi à vous tous d'être venus. On était 180 ce soir, c'est pas mal. Alors qu'il fait froid et que la période est compliquée. Donc merci à vous, bravo. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci aux équipes de la Boétie qui nous reçoivent avec tant d'efficacité. Et du coup, je vous redis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à vous abonner à notre newsletter. Et on vous retrouve le 25 janvier pour les journées économiques et le 8 février pour le colloque sur le syndicalisme. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.